Je ne vais pas parler très longtemps parce qu'on a deux intervenants qui sont assez géniaux et dont j'aime beaucoup les travaux et donc je trouve que c'est important que ce soit eux qui causent. Je vais juste, vous demander de vérifier que vous avez mis votre téléphone en silencieux, précaution habituelle, qui s'impose. Deuxième petite suggestion, est-ce que vous pouvez me dire si ça vous va, l'organisation suivante de la soirée? Donc, on laisserait un temps de parole à chacun des deux intervenants qui serait de l'ordre de 30 à 40 minutes maximum, c'est ce qu'on a convenu avec eux. Et puis, on les laisse rebondir l'un et l'autre sur leur intervention, et puis on donne la parole à la salle, si ça vous va, globalement. Voilà. On va faire comme ça. Évidemment, je me baladerai auprès de vous avec ce micro-là. Donc, il paraît que c'est plus poli de se présenter pour expliquer un peu qui on est. Donc, je vais brièvement donner quelques éléments de mon CV. Je suis rédac-chef de la Revue Nouvelle, qui est un des partenaires voilà, du cycle ici. Je suis aussi prof à Saint-Louis, à l'ULB, où je travaille en fait sur la sociologie des réseaux sociaux. Voilà, c'est assez approprié. Par contre, j'y connais rien en sociologie de la migration, mais vraiment rien. Donc, je vais en apprendre énormément ce soir. Je vais aussi essayer d'être un chantier organisateur plus ou moins gentil, mais plus ou moins impitoyable. Donc, au niveau du timing, je serai relativement exigeant. Et même chose au niveau des interventions, je serai cadrant comme il se faut pour que la qualité du débat soit là. Très rapidement, je vais présenter Miraela d'abord. Alors, Miraela, c'est une sociologue qui travaille à l'Institut de sociologie de Neuchâtel. C'est quelqu'un dont les travaux sont basés sur des analyses qualitatives extrêmement fines. Donc, elle arrive à décrire de manière extrêmement subtile la manière dont les migrants s'emparent de technologies et arrive à ouvrir des espaces qui dépassent les frontières nationales, ouvrir des espaces de dialogue, d'échange, et elle arrive aussi à travailler sur ce que ça fait à leur représentation, et en ce compris à leur représentation du monde de manière générale, d'une certaine globalité, mais aussi de leur rapport à la frontière. Donc c'est quelqu'un dont les travaux sont extrêmement, vraiment d'une très très belle subtilité. Je vous invite vraiment à les lire. C'est toujours ancré dans des terrains qui sont superbement menés et des approches qualitatives. Alors, c'est un peu terrible aujourd'hui parce que c'est pas la mode de faire des approches qualitatives très fines. On est plutôt dans le quantitatif, et elle arrive à mener du qualitatif et de la description comme on n'en fait plus en fait, et avec une dimension anthropologique qui est vraiment très très belle. Et donc voilà, là j'ai fait un peu sa pub. Je vais vous laisser découvrir ce qu'elle a à nous dire ce soir sur les familles transnationales et les e-diaspora. E-diaspora qui est un concept qu'elle a, elle en particulier, particulièrement bien défini. Elle a vraiment trouvé une manière de le décrire qui est très fine. Et puis je vous présenterai l'autre orateur juste après son speech. Donc voilà, tu as 30 minutes. Présentation très gentille. Bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir, et je tiens à remercier les organisateurs de cette soirée de m'avoir invité, en particulier M. Amptine. Je vais, j'espère, me faire, avec la présentation de ce soir, l'avocat des qualitativismes. Mais moi, je garde espoir, et je pense qu'il y a beaucoup de sociologues qui font du très beau travail de terrain et de travail qualitatif. Le transnationalisme migrant à l'ère de technologies d'information et de communication, à l'ère numérique, est la thématique de la soirée qui nous réunit, les deux intervenants. Mais j'ai envie de commencer par dire que le transnationalisme migrant n'est de loin pas une caractéristique de la société ou de la modernité contemporaine. Ce qui change, c'est vraiment l'apport de ces technologies de par la diversification
leur diversification, mais de par également une démocratisation de l'accès, leur capacité en fait de générer des stratégies très originales de maintien des liens entre les pays d'accueil et les pays d'origine, mais aussi parfois de manière plus diffuse entre migrants et non-migrants. Et c'est surtout en fait cette simultanéité et ubiquité des technologies qui permettent, et c'est ça que j'aimerais vous faire vous montrer et vous faire comprendre ce soir, qui permettent l'émergence d'une forme de transnationalisme banal qui finalement peut-être n'est pas tout à fait le propre des migrants, mais je pense que le cas des migrants est intéressant pour peut-être ouvrir un débat plus large, parce que les technologies permettent de façonner presque au quotidien des manières d'agir, de manières d'interagir également par-dessus les frontières qui commencent à faire partie vraiment de notre monde de tous aujourd'hui. Je vais illustrer donc à travers des exemples tirés de mes travaux de recherche sur l'usage des technologies par les migrants roumains, de quelle manière cette révolution numérique a transformé le quotidien des migrants et de leurs proches non-migrants. Tout d'abord en reconfigurant les relations et les solidarités familiales intergénérationnelles, c'est le premier sujet que je vais aborder aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, je vais m'attarder sur certaines formes de mobilisation et de participation civique de la et diaspora scientifique roumaine. Les migrants ont toujours gardé des liens avec leur famille d'origine. Et si vous prenez les travaux classiques des sociologues de l'école de Chicago du début du XXe siècle, on montrait déjà à l'époque, avec une étude qui est particulièrement exemplaire sur le paysan polonais en Amérique, la manière dont les immigrés du début du XXe, donc 1900-1914, cette lettre qui est envoyée par la sœur d'un des migrants. Donc, il maintenait les liens de façon épistolaire, avec souvent des lettres qui mettaient peut-être des semaines à arriver à destination. Pourtant, les liens familiaux ont toujours été importants et continué à l'être. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? J'aimerais vous le montrer avec ce premier extrait d'un entretien que j'ai mené pour le voir. Donc, cette migrante nous dit, pendant que je cuisinais, la caméra était en marche, on parlait, je les regardais de temps en temps, je les appelais. Avec ma mère, je peux parler et faire d'autres choses. Il y a une simultanéité de la relation qui n'était guère possible il y a 20 ans, et les manières dont les familles transnationales font famille à distance aujourd'hui ont été, de ce point de vue, révolutionnées. Je ne vais pas lire tous les extraits que vous voyez à l'écran, mais j'aimerais souligner, dans ce cas, c'est plutôt la mère d'une migrante, donc une personne qui est plutôt vue comme sédentaire, restée dans le pays d'origine, qui explique également comment, en fait, son quotidien est rythmé par les contacts qu'elle a avec sa famille et par la capacité, en fait, de pouvoir être à la fois ici et là-bas, comme elle le dit particulièrement bien. Donc c'est ça ma vie actuellement. Depuis que j'ai appris à utiliser Internet, je suis toujours ici, mais aussi là-bas, c'est-à-dire
toujours ici en Roumanie, mais aussi là-bas au Canada, de par le quotidien qui est partagé avec sa famille. Dans les études migratoires, les champs d'études de famille transnationale est extrêmement large et on a très bien décrit et expliqué de manière très approfondie comment les familles transnationales continuent à constituer des espaces de solidarité, des espaces d'échange intergénérationnel très riches. Mais les technologies apportent une nouvelle clé de lecture de ces liens familiaux transnationaux. Et pour comprendre comment ces familles fonctionnent à l'ère du numérique, j'ai étudié plus particulièrement les formes de coprésence qui ont en effet facilité et qui facilitent ces processus. Et j'aimerais maintenant essayer de vous illustrer comment une forme de régime de coprésence ordinaire est créé et comment l'univers en fait de ces familles transnationales se constitue grâce aux technologies. Considérant à la fois l'intensité, la régularité et le contenu des communications que les migrants interrogés en Suisse, mais aussi au Canada, engagent avec leurs parents vivant en Roumanie, j'ai mis en évidence trois types de routines transnationales donnant lieu à des formes de coprésence intergénérationnelle que j'ai appelées ou j'ai dénommées comme coprésence rituelle, coprésence omniprésente ou ordinaire et coprésence renforcée. Et j'aimerais vous les illustrer. Tout d'abord, le maintien du lien intergénérationnel transnational entre certains migrants et leurs parents ressemble à une sorte de rituel qui finalement a comme rôle de pouvoir montrer qu'on maintient une relation affective, émotionnelle, qu'on est toujours présent, alors que dans le contenu, finalement, comme un des migrants le dit, c'est plutôt un mécanisme, il n'y a pas grand-chose qui est échangé. Et c'est très intéressant de voir que pour assurer la continuité de ces relations, finalement, l'échange, aussi bref temporellement qu'il soit, a une valeur percée. Finalement, ce n'est pas important de quoi on parle, c'est important qu'on le fasse régulièrement, à certains intervalles de temps, voire quotidiennement parfois, et dès lors qu'il sous-attend l'affectivité et la solidarité des enfants migrants envers leurs parents, sa valeur émotionnelle et sa valeur relationnelle, elle est cruciale. Dans d'autres situations, les discussions et les échanges qui s'établissent entre le migrant et ses proches traduisent un réel besoin d'être ensemble et de faire des choses ensemble à distance. Et il révèle dans ce cas l'importance accordée à un contact quasi permanent entre les deux parties, un régime de coprésence ordinaire dans lequel, à l'extrême, l'omniprésence virtuelle ne remplace pas, bien sûr, complètement, mais arrive à fonctionner comme une forme de proximité, similaire à la proximité physique. Et contrairement au contact rituel, dans ce cas, l'intensité de ces pratiques s'apprécie plutôt allant de leur spontanéité, de leur régularité, de leur profondeur. C'est le sens d'être ensemble et de faire des choses ensemble dans ce cas qui est crucial, et cela malgré la séparation géographique. Vous voyez ici cette citation
que je vais vous lire parce que je la trouve extrêmement claire sur qu'est-ce que les technologies peuvent potentiellement créer comme médium, comme environnement de coprésence. Si on est à la maison, donc c'est un homme roumain d'origine roumaine qui vit en Suisse qui parle, si on est à la maison, on est toujours connecté. Toute la famille y est, on peut voir tout le monde. On discute, les enfants récitent des poésies, c'est un spectacle, c'est la grande réunion de famille par Skype. Des fois, tu ne dis rien, il suffit juste de les voir comme ça, et puis voilà. Je veux dire, il y a tout d'un coup un enfant qui dit quelque chose, tout le monde rigole, l'enfant, des choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, il n'y a pas de grande information qui est échangée, mais juste le fait de vivre ce moment et d'être ensemble. Tu allumes ça, t'entends tout, il y a beaucoup de monde qui est là présent et on ne se propose pas d'échanger des informations. Bien sûr, si c'est nécessaire, on le fait, mais après, on reste des heures, donc c'est vraiment une réunion de famille. C'est très similaire avec ce qu'on a vu avec la toute première citation de cette femme qui finalement a une relation de partage, d'échange avec sa mère au quotidien. Donc les technologies arrivent dans ce cas de créer une sorte de simultanéité de partage et les gens en général ne se font pas un but en soi de communiquer, plutôt ils interagissent de manière spontanée en fonction de qu'est-ce qui se passe autour, de qu'est-ce qui peut être intéressant à demander. Mais en même temps, cet environnement-là crée aussi le sentiment d'être en permanence informé, au courant de qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres membres de la famille et de pouvoir aussi agir et intervenir si nécessaire. Donc, un autre exemple, bien sûr, en entretenant cette coprésence quotidienne, une sorte de lien familial ordinaire, pas très différent de la famille qui n'est pas séparée par une frontière géographique, continue à vivre. Dans le propos de cette dame transparaît la relation normale entre la fille et la mère, dans laquelle à la fois s'échange de conseils ou de recettes de cuisine, où s'exprime la sollicitude de l'une envers l'autre. Donc c'est vraiment une reproduction de ces relations familiales qui ont été d'ailleurs largement étudiées dans la sociologie de la famille. Les choses sont un peu différentes dans certaines situations. Les pratiques de communication transnationale s'intensifient surtout avec le processus de fragilisation des parents qui sont restés dans le pays d'origine, avec l'avancement dans l'âge, avec une certaine forme de perte d'autonomie, parfois des maladies ou d'isolement social ou des besoins de soins très concrets. Et dans ces situations-là, les pratiques de communication s'intensifient et sont très importantes, par exemple, pour pouvoir, comme dans cette illustration, pour, par exemple, offrir du soutien au quotidien. Ici, une migrante raconte la manière dont elle veut être présente auprès de sa maman dans le contexte du décès de son papa. Et elle raconte en fait que chaque jour, elle commence par prendre le café ensemble et elle dit, mais elles prennent le café ensemble, chacune dans sa cuisine, en échangeant sur la journée, sur ce qui se passait, sur qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que ça apporte dans ce cas-là? C'est justement le sentiment d'être présent pour l'autre, hein, de lui offrir le support dont elle a besoin, et en plus de pouvoir aussi être parfaitement capable de réagir en cas de besoin, si par exemple sa mère, elle serait aussi dans une situation difficile. D'autres fois, ces types de coprésence renforcée se manifestent d'une autre manière. Dans le cas des parents qui, vu ont besoin d'une aide à la maison,
très souvent, les migrants vont trouver dans leur cercle des relations, dans d'autres membres de la famille, voire payer quelqu'un pour s'en occuper. Et les technologies, alors, font partie de l'organisation, en fait, des soins quasiment au quotidien. Beaucoup de migrants soulignent, en fait, l'importance de pouvoir organiser la journée des parents et des personnes qui s'en occupent à travers des communications par Skype, par WhatsApp, par d'autres moyens. Alors, on a aussi souvent l'impression, quand on parle des familles transnationales et des relations entre les migrants et leurs parents, que les parents sont ceux qui, restés au pays d'origine, sont en fait dépourvus du soutien dont ils pourraient espérer de leurs enfants. On les voit comme des orphan pensioners, donc des retraités orphelins laissés pour compte. On voit que d'une part, les technologies contribuent à offrir une forme de substitution à la coprésence physique, mais en même temps, elles permettent aussi aux parents de migrants de continuer à jouer aussi un rôle actif dans la famille transnationale, notamment en relevant le défi d'une forme de grand-parentalité transnationale. Et ce cas des relations intergénérationnelles entre les parents des migrants et leurs petits-enfants à distance est très intéressant. D'une part, bien sûr, la présence des petits-enfants est un moteur de ces communications permanentes, mais d'autre part, les technologies leur permettent aux parents, aux grands-parents, de jouer un rôle actif même à distance. J'ai rencontré beaucoup de situations de ce type. Je parle même de la génération zéro, de ces grands-parents finalement qui, peut-être pas les plus âgés, mais qui ont la volonté finalement de s'approprier les technologies pour pouvoir s'approcher de leurs petits-enfants qui vivent dans d'autres coins, dans d'autres pays. Et qui aussi n'hésitent pas à se mettre en mobilité pour pouvoir leur apporter du soutien. Et je trouvais intéressant de vous donner en fait cet exemple qui est relaté par la maman, donc la femme migrante, une informaticienne établie au Canada, qui avait sa maman qui venait assez régulièrement, 1-2 fois par année, s'occuper des petits-enfants à Toronto, et qui, dans les périodes où elle rentrait en Roumanie, essayait de maintenir un lien très rapproché avec sa petite fille. Vous voyez comment chaque matin, elle se connecte le webcam et papote ensemble. Ma belle-mère donne des conseils à Alicia. Elle aide avec ses devoirs. Elle lui parle en roumain. Elle apprend des traditions roumaines. Mais cela marche dans les deux sens. Ma fille raconte à sa grand-mère des choses apprises de sa meilleure amie, une fille vietnamienne. C'est intéressant de voir la manière dont une forme de socialisation transnationale se met en place en fait à travers ces modes de communication. De toute évidence, ces différentes formes de coprésence via les TIC, avec l'instantanéité, avec la qualité des contacts qui les caractérisent, compensent au moins partiellement l'absence de migrants auprès de ses proches. Comme je pense beaucoup de recherches le montrent, elle contribue à titres divers au confort et au bien-être des parents restés au pays d'origine, par du soutien émotionnel, de soutien psychologique, parfois aussi pour l'organisation des soins ou des
du soutien plus concret. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les effets sur les migrants eux-mêmes sont plutôt ambivalents. C'est-à-dire, d'une part, c'est clair que les interactions permettent aux migrants de gagner une sorte de bien-être psychologique, disons, de pouvoir aussi continuer à avoir à distance un regard sur les membres de la famille. D'autre part, cette possibilité de coprésence permanente génère des attentes quant à la fréquence, mais aussi quant à l'intensité et l'instantanéité, et aussi des réactions et des communications, et ils ne sont pas toujours disponibles ni émotionnellement, ni en termes de temps libre pour pouvoir répondre à cette pression permanente à communiquer. Donc le bien-être, il est de ce point de vue relatif. Néanmoins, je pense que c'est de toute évidence un processus qui permet de continuer à faire famille malgré la séparation et à distance. Et de ce point de vue, alors que la sociologie de la famille ne s'intéresse pas vraiment aux familles transnationales, on voit dans les études migratoires que il y a aussi une forme de reproduction en fait des mêmes mécanismes des processus de faire famille qui s'instaurent grâce aussi à ces régimes de coprésence ordinaires, avec les nouvelles attentes, avec les nouvelles formes aussi de solidarité, avec aussi des formes de négociation des normes, des obligations familiales qui se mettent en place. De ce point de vue, la famille transnationale, elle peut être considérée comme une sorte de famille normale, dans le sens où on voit aussi se reproduire à la fois des relations harmonieuses, mais aussi des relations conflictuelles, de voir un clair bien-être par ces échanges, mais aussi de nouvelles tensions et de nouveaux conflits. Et pour finir sur cet exemple-là, je pense que on a ici une belle illustration de ce que j'appelle un processus de cosmopolitisation ou de transnationalisation de nos modes de vie actuels, une forme de transnationalisation de la sphère familiale où on voit que la famille, elle se construit autour et à travers la distance géographique, il y a la différence culturelle également, parce que dans ces processus, il y a des échanges qui se font dans les deux sens, comme on a vu entre la grand-mère et la petite fille, où il se forme aussi un imaginaire transnational et un imaginaire de l'autre. Je pense, vu le temps, je vais essayer de... J'ai le temps, c'est très bien. Je vais passer en tout cas au deuxième exemple que je voulais vous apporter. Et dans les minutes qui me restent, j'aimerais aborder la question des mobilisations transnationales des communautés diasporiques, cette fois, par le prisme de les diasporas scientifiques. Je parle de diaspora scientifique dans un contexte où la société du savoir a acquis une vraie importance, où on a une forte intensification des mobilités des élites et des mobilités des compétences. Cette mobilité, elle a été beaucoup conceptualisée par le prisme de la fuite des cerveaux, et surtout pour le cas des élites qui quittent des pays en voie de développement, qui se voient dépourvus de leur force novatrice, créatrice.
En même temps, dans la sociologie des migrations hautement qualifiées, les débats sont beaucoup plus nuancés aujourd'hui et on se rend bien compte que des mesures traditionnellement envisagées, par exemple pour le retour des cerveaux dans ces pays, ne portent pas leurs fruits. Et ne portent pas leurs fruits, pas forcément parce que les gens ne retournent pas, il y en a qui le font, mais au moment où le pays d'origine n'offre pas les conditions, l'infrastructure, les régulations nécessaires pour un épanouissement de ces cerveaux en rentrant, c'est aussi une forme de perte finalement. Le retour n'est pas forcément la bonne alternative à la fuite des cerveaux. Et les diasporas scientifiques ou les réseaux de connaissances des diasporas apparaissent comme des alternatives intéressantes par rapport à la fuite des cerveaux. J'aimerais vous illustrer ce processus par le prisme d'une diaspora scientifique roumaine créée autour d'un groupe de chercheurs qui ont mis les bases d'abord d'un site internet, ensuite d'un groupe de discussion, ensuite vous allez voir d'un ONG et qui a réussi avec des actions très concrètes produire un changement dans les milieux de la recherche en Roumanie. Peut-être quelques mots sur tout d'abord la genèse de cette diaspora. Il faut remonter au niveau de l'an 2001-2002. 2001, lors du premier forum des jeunes Roumains éduqués à l'étranger, qui avait été en fait organisé de manière officielle par le président de l'Arménie et l'ambassade des États-Unis à Bucarest, en vue de présenter des opportunités pour le retour justement des jeunes doctorants qui se formaient dans des universités prestigieuses. Quelques participants, à travers des échanges informels en marge de cet événement, ont adhéré à l'initiative d'un confrère, un chercheur dans un institut américain d'océanographie, de créer un journal en ligne avec un objectif très précis pour donner de la visibilité aux performances des scientifiques roumains. Donc c'était une première initiative de ce type, proposée comme une agora délocalisée, et pour montrer en fait la capacité de ces scientifiques de faire de la performance dans les universités de l'Europe occidentale, des États-Unis, du Canada, du Japon aussi, où ils se trouvaient. Et ils ont commencé par créer d'abord un site web, par publier quelques informations et quelques publications justement de certains chercheurs, et puis ensuite de former, d'essayer de créer un réseau autour de ce site web, avec un groupe et des forums de discussion qui étaient initialement organisés par ce noyau d'une douzaine de personnes et qui a ensuite regroupé peut-être environ 50 personnes. En même temps, ils ont aussi créé une base de données, Who's Who, en invitant des collègues à se joindre. Là, c'est très intéressant de savoir que le groupe, ce noyau central qui a continué à fonctionner, qui continue d'ailleurs à fonctionner, se limitait à une cinquantaine de personnes. La base Who's Who, elle a assez rapidement développée. Elle réunit aujourd'hui autour de 2000 personnes. Et dans ce contexte-là, les premières discussions
ont été d'emblée très focalisés sur des thématiques qui concernaient vraiment l'amélioration et la réforme du système de recherche et d'enseignement en Roumanie. Les premières discussions ont concerné l'admission au doctorat, le financement de la recherche, les critères d'octroi de subsides, les concours pour les postes de professeurs d'université. D'autres thèmes ensuite ont orienté le débat en se focalisant sur, par exemple, comment le budget de la recherche en Roumanie était établi, quelle était son utilisation, avec une critique permanente des critères non compétitifs d'évaluation de la performance et toujours en alimentant ces critiques et ces réflexions par les bonnes pratiques en fait des chercheurs roumains actifs dans des universités de l'Europe ou des États-Unis. Ils ont réalisé de cette manière un état de lieu assez précis sur la condition de chercheurs en Roumanie avec un double objectif. D'une part, de dénoncer les résistances auxquelles les chercheurs compétents sont confrontés, le manque de transparence, la corruption, les critères aléatoires et le manque de professionnalisme des évaluateurs dans l'évaluation des compétitions et des projets. Et deuxièmement, de venir avec des alternatives, de faire des propositions très concrètes aux politiques du gouvernement permettant une restructuration en profondeur du système de la recherche. Et c'est très important de comprendre comment ils ont réussi à finalement atteindre ces objectifs. Le fonctionnement transnational de ce réseau, c'est clair, c'est la clé de voûte du fonctionnement de ce réseau. Grâce à l'expertise collective produite dans un espace social déterritorialisé et à la capacité aussi d'agir de manière simultanée, de réagir en temps réel, ils ont réussi de manière très réactive à prendre position à différentes mesures instituées par le gouvernement roumain et aussi d'entraîner dans cette dynamique-là des confrères qui étaient actifs dans des universités roumaines. Mais cela ne suffit pas pour créer une vraie prise de conscience et une reconnaissance politique des réalités signalées par ce réseau de chercheurs à travers le site web ou son journal en ligne. Ad Astra a cherché par conséquent de pouvoir agir directement dans l'espace public. Ils ont commencé par diffuser des résultats des rapports à large échelle, de prendre position dans des journaux, d'être présents dans le débat public, attirant l'attention des milieux décisionnels. Et en quête d'une réelle légitimité d'action, ce réseau à la base virtuelle s'est fondé en organisation non gouvernementale enregistrée en Roumanie. Et cet ancrage national a été, dans ce cas précis, la clé d'action qui a permis de rendre concret et effectif l'impact des réseaux à distance. Pour réussir à se faire entendre par les acteurs décisionnels, cette ONG a commencé à être extrêmement virulent et présent dans l'arène publique, des analyses d'impact, des forums, des interviews à la radio, des participations à des ateliers, à des débats, se sont multipliés. Et ce qui est aussi très important, c'est que les scientifiques du pays qui se sont fait la porte-parole de cette ONG ont pu asseoir leur légitimité sur le capital d'expertise qui provenait en fait de leurs collègues de l'étranger, opposant d'une certaine manière à l'inertie
et à la culture de ce milieu de la recherche roumain, le dynamisme et l'esprit de compétition et de changement influencés par les scientifiques actifs à l'étranger. Donc de cette manière, ils ont réussi à créer une vraie vision commune du changement à produire en Roumanie. Donc Ad Astra, de ce moment, est devenu une voix collective de la communauté scientifique roumaine en acquérant la légitimité et la reconnaissance sur la scène publique et politique même roumaine. Ils sont assez régulièrement sollicités et associés à des différentes initiatives du gouvernement en lien avec la réforme de la recherche. Ils ont eu des moments où ils ont eu des représentants au pouvoir, c'est-à-dire à un moment donné, des membres de l'association ont été intégrés dans la commission présidentielle pour la réforme et un des membres en 2010 est devenu ministre, a été en fait appelé à intégrer le gouvernement et est devenu ministre de l'Éducation et de la Recherche. C'est intéressant de savoir que c'est une personne qui en fait a quitté un poste important de recherche dans un laboratoire au Japon. Il a pris cette fonction, il n'est pas resté très longtemps, mais l'association et ce groupe en fait qui est vraiment alimenté par le réseau des chercheurs dispersés avec des expériences très différentes, des systèmes d'enseignement très différents, ont pu insuffler, intégrer leurs propositions et leurs suggestions dans la politique de la recherche roumaine. Donc pour conclure sur ce deuxième exemple, ce qu'on voit, c'est qu'un réseau virtuel déterritorialisé a réussi à créer en fait un vrai débat qui s'est propagé dans la société civile roumaine et qui a permis d'engager des changements de fond dans le système de la recherche. Donc de fait, ce réseau virtuel est devenu un vecteur de changement et a concrétisé cette dynamique virtuelle vertueuse finalement. Ce qui est au cœur du succès, c'est cette capacité de combiner, d'imbriquer les actions et les pratiques et dynamiques en ligne et sur le terrain concrètement dans le pays. Et c'est ça qui a généré d'une part une expertise collective, mais aussi un interlocuteur qui a compté en fait dans le débat sur la réforme de la recherche en Roumanie. Donc pour maintenant, en conclusion peut-être de ces deux exemples, j'aimerais souligner deux aspects au vu de ceux qui précèdent. Tout d'abord, le régime de coprésence ordinaire et les routines de coprésence et de participation transnationale illustrées dans le cas des familles transnationales dans lesquelles migrants et non-migrants s'engagent grâce aux technologies d'information et de communication, crée, on l'a vu, le ciment de mode de vie qui intègre une composante transnationale au quotidien. Et c'est une invitation à réfléchir en fait la manière dont les technologies transforment en fait cet imaginaire de la distance, de l'autre, hein, de la séparation, qui se transforme de cette manière-là pour migrants et non-migrants. Dans le cas des familles transnationales, c'est assez clair, ceux qui restent au pays sont tout autant intégrés dans cet univers transnational que les migrants eux-mêmes. Et je pense que cette réflexion-là
nous invite à réfléchir à la manière dont les modes de vie d'aujourd'hui, avec la présence omniprésente des technologies, transforment les processus de socialisation, créent des manières d'agir, des habitus, donc des modes inconscients d'agir, avec cette capacité de intégrer la distance, d'intégrer celui qui n'est pas présent, qui n'est pas forcément dans l'immédiat, dans nos actions quotidiennes. Et deuxièmement, et je vais finir avec ce mot, on voit aussi, avec l'exemple de les diasporas scientifiques roumaines, une transformation profonde de la capacité des migrants et des non-migrants d'agir ensemble à distance et de développer une capacité aussi d'enclencher finalement un changement local, mais de manière transnationale. Je vais terminer, je pense, avec ce mot-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, je vais appeler Brice à nous rejoindre. Oui. Après, on mettra 2 chaises sur la scène. Et donc, pour vous présenter Brice, moi j'ai découvert en fait ces travaux à la base en m'intéressant à la question de ce que les sites de rencontres et les applications de rencontres pouvaient bien faire à nos relations. Et en fait, Brice a travaillé beaucoup sur la cybermigration maritale. Il a notamment fait un excellent bouquin que je vous conseille sur les stratégies en fait déployées par les femmes camerounaises pour venir en Europe et la manière dont elles peuvent s'appuyer sur les réseaux existants de femmes camerounaises. C'est aussi de la sociologie qualitative très très belle, avec des très très beaux entretiens, notamment des entretiens menés dans le Nord-Pas-de-Calais qui sont retranscrits avec beaucoup de subtilité. Donc c'est vraiment agréable à lire. Donc voilà, j'ai aussi fait sa pub. Et puis là ce soir, il propose de nous parler des technomigrations. Alors c'est un concept qui a l'air un peu barbare comme ça, mais qui vise à interroger ce que la technologie peut bien faire aux migrations. Mais je vais évidemment le laisser définir la chose. Voilà. Alors, je vous ai pas dit où il enseigne, parce qu'il enseigne dans trop d'endroits différents, donc je laisse lui faire le détail de toutes ses charges d'enseignement. Moi, je les ai déjà oubliées. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. À mon tour, effectivement, je ne saurais remercier effectivement Point Culture de m'avoir associé justement à cette semaine sur le numérique. Et le sujet qui me passionne ce soir, effectivement, c'est la technomigration. Mais avant la technomigration, a existé d'abord la cybermigration maritale. En fait, pour bien comprendre la technomigration, il va falloir justement qu'on se transpose un tout petit peu sur le continent africain pour vous parler un tout petit peu des recherches et des conditions dans lesquelles j'ai mené ces recherches-là pour arriver cette fois à une autre notion qui est la technomigration. Donc, comme l'a dit l'orateur, effectivement, j'enseigne à 3 endroits différents, en France, à Sciences Po notamment à Reims, puis à l'Université du Littoral où je suis en poste, et ensuite au Congo, au Cameroun, et au Canada également à l'École nationale d'administration. Alors, pour vous parler de la technomigration, je voudrais d'abord, avant tout, revenir un tout petit peu sur ce que ma collègue Miaïla a dit, qui est très très important sur cette espèce de cyber-citoyenneté qui se construit autour justement des technologies de l'information et de la communication. Et moi, lorsque j'ai abordé ces recherches-là, qui m'ont amené aussi bien à croiser sur des terrains multisitués
l'approche qu'avaient les cybermigrants et au niveau du Cameroun, et également l'approche qu'avaient un certain nombre de conjoints français, des Blancs, qui habitaient le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, dans cette recherche, ce qui a été passionnant, c'est justement ces allers-retours entre le Cameroun et le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais étant le terrain sur lequel j'ai pu confronter un certain nombre de données recueillies de façon tout à fait qualitative au Cameroun, à travers cette expression qui est très bien connue là-bas au Cameroun, qu'on appelle « je cherche mon blanc ». Chercher son blanc au Cameroun, c'est se constituer justement un réseau qui s'appuie essentiellement sur des migrantes qui ont déjà accompli le cycle de migration et qui sont installées notamment dans des régions du Nord-Pas-de-Calais qui sont proches effectivement de la Belgique ici. Et donc ces migrantes déjà installées, que j'appelle moi des migrantes du dedans, aident celles du dehors à pouvoir migrer à travers justement le jeu des réseaux sur Internet, à pouvoir entrer également en contact avec un certain nombre de conjoints blancs qu'elles ont choisi de commun accord avec l'apport justement de celles qui sont ici. Et là-dedans, quand j'aborde cette question, la problématique, c'est aussi un peu de déconstruire tout ce qui s'est dit autour de la migration africaine. Beaucoup ont pensé, enfin beaucoup de ceux qui m'ont précédé dans les recherches sur la sociologie des migrations, ont vite fait le raccourci, en fait, de se dire que ces migrations-là se fondent simplement sur le fait de la pauvreté de ces femmes. Et moi, ma thèse, tout au long de mes recherches, a été de déconstruire ce discours-là pour se dire que c'est beaucoup plus subtil que ça. Au-delà de la pauvreté, il y a la question, effectivement, d'une nouvelle citoyenneté qui se vit à travers le numérique. Et cette citoyenneté qui se vit à travers le numérique, je vais évoluer de la cybermigration pour arriver à la technomigration. Qu'est-ce que la technomigration, si ce n'est que cette capacité-là qu'a un migrant à pouvoir s'inscrire dans ce que j'appelle, moi, le pouvoir de se servir des technologies de l'information et de la communication, le savoir se servir des technologies de l'information et de la communication, et surtout, le troisième point, la manière d'interagir entre le migrant qui utilise ces technologies de l'information et la société dans laquelle ce migrant-là vit. C'est-à-dire que c'est le pouvoir, c'est le savoir, c'est aussi la capacité qu'a ce migrant-là à pouvoir utiliser, à pouvoir faire usage de ces technologies d'information dans la société qui l'accueille avec un certain nombre de développements de la technologie et de l'information qu'il n'avait pas dans son pays d'origine. Et cette nouvelle recherche ou cette nouvelle piste de recherche m'amène donc toujours à me servir de ce terrain multisitué. C'est-à-dire que ce terrain multisitué, c'est aussi un peu mes doubles casquettes, parce que je me retrouve aussi bien à Brazzaville, aussi bien à Yaoundé, aussi bien ici, et que lors de mes enseignements ou lors de mes missions de recherche, j'utilise ou je fais usage aussi d'un certain nombre de technologies de l'information et de la communication. Et dans cette manière justement d'aborder la question de la technomigration, on a un certain nombre de théories qui ont pu circonscrire un peu cette question. Je pourrais par exemple m'appuyer notamment sur la théorie des réseaux migratoires. Dans cette théorie des réseaux migratoires, c'est aussi un peu tout ce qui se fait autour de la notion de réseau. Comment est-ce que l'acteur social, comment est-ce que le migrant d'aujourd'hui essaie de se constituer un réseau à partir des technologies de l'information et de la communication. Et j'ai donc commencé à observer un certain nombre de réseaux de migrants vivant ici et un certain nombre de réseaux de migrants vivant là-bas. Ce qui est intéressant dans ma recherche, c'est aussi bien la possibilité que j'ai pu expérimenter à
me dire que lorsqu'on est femme et qu'on a envie de migrer, qu'est-ce qui s'y cache derrière? Et lorsqu'on est homme et qu'on a envie de migrer, comment est-ce qu'on arrive justement à se servir de ce pouvoir-là qu'on a, à se servir de ce savoir-là qu'on a à travers des technologies d'information et de la communication? Tout de suite, pour le cas du Cameroun, on s'est bien rendu compte qu'effectivement, lorsqu'on est femme et qu'on veut se servir des technologies de l'information et de la communication, la première des démarches à faire, c'est de s'intéresser justement à sa situation, de vouloir changer de statut. C'est généralement des jeunes célibataires qui veulent changer de statut pour devenir femmes mariées. Mais dans cette transmutation, dans ce changement de paradigme de célibataire à femme mariée, ce qui est en jeu, c'est aussi l'envie de vouloir s'installer durablement en Europe, qui passe par les technologies d'information et de la communication. Et donc au Cameroun, la cybermigrante évolue vers cette capacité-là à pouvoir se saisir des outils que nous donne le 21e siècle pour pouvoir affirmer une forme de citoyenneté et entrer dans cette mondialité qui passe par la technologie d'information et de la communication. Il y a une autre catégorie, c'est celle justement des femmes qui sont déjà installées dans la migration et qui, à travers cette théorie des réseaux migratoires, se découvrent une nouvelle vocation, c'est celle effectivement de servir d'intermédiaire à celles qui sont restées, notamment au Cameroun. Et ceci se fait grâce aux technologies d'information et de la communication à travers des réseaux sociaux, à travers justement le développement de la téléphonie, à travers aussi tout ce qui peut se donner à voir, notamment grâce au téléphone, mais bien au téléphone, grâce aussi à tout ce qu'elles mettent en exergue. Il y a une deuxième théorie sur laquelle je voudrais appuyer mon propos, c'est la théorie de la construction sociale des usages. Alors cette construction sociale des usages, quand on aborde la question du Cameroun, on voit très bien que ce qui intéresse, par exemple, les hommes là-bas, dans l'usage des technologies d'information et de la communication, c'est beaucoup plus, notamment les jeunes gens, tout ce qui touche notamment aux inscriptions dans les grandes universités, aux inscriptions dans les grandes écoles ici en France, sauf que, à la différence des femmes camerounaises, les jeunes gens sont beaucoup plus à la recherche de tout ce qui est opportunité, de tout ce qui est opportunité culturelle, de tout ce qui est opportunité en termes de savoir, et surtout de pouvoir poursuivre leurs études. Et quand on regarde le nombre de call centers au Cameroun, et quand on regarde également le nombre de cybercafés au Cameroun, et quand on observe aussi de très loin, parce que j'ai fait une étude ethnographique qui différencie effectivement l'attitude des femmes que des hommes, on se rend très bien compte que les femmes se mettent beaucoup plus en scène que les jeunes gens. Les jeunes gens, eux, sont beaucoup plus cultivés, enfin, sont beaucoup plus orientés vers tout ce qui est culturel, tout ce qui peut leur apporter un savoir-faire, notamment dans la poursuite de leurs études universitaires. Ce même cas également, je l'ai observé sur un terrain qui est le Congo-Brazzaville, mon pays d'origine, à travers justement le fait que là-bas, la téléphonie fait qu'effectivement, il y a un certain engouement auprès des femmes. Les femmes se plaisent à avoir 2, 3, voire 4 téléphones. Et ces 2, 3, 4 téléphones montrent une certaine émancipation de ces femmes qui sont restées longtemps dans une espèce de polygamie. Et dans cette polygamie, c'est une forme de libération de la femme au Congo-Brazzaville à travers le fait que ces femmes-là puissent avoir 2, 3 téléphones et que puissent aussi montrer qu'elles sont entrées dans l'ère de la modernité. Au Congo-Brazzaville, on voit également que les jeunes gens, comme au Cameroun, orientent beaucoup plus leur désir de migration vers tout ce qui est poursuite d'études, parce qu'on voit très bien que les opportunités passent par Internet, les opportunités passent également par le fait d'avoir ces réseaux qui se constituent. Et donc ces deux terrains montrent à suffisance qu'en Afrique, la technomigration
selon qu'on soit femme ou qu'on soit homme, les motivations ne sont pas les mêmes. Selon qu'on soit femme, célibataire, les motivations ne sont pas aussi les mêmes. Les femmes célibataires ont cette forte tendance à vouloir se servir de cette technologie, donc de ce pouvoir, pour changer leur statut et de passer du statut de célibataire au statut de femme mariée, et surtout de passer du statut de célibataire au statut de femme mariée à un blanc. Femme mariée à un blanc, et la technomigration leur donne cette possibilité-là de pouvoir exister, de pouvoir changer le cours de leur vie à travers des mariages qui ne sont pas des mariages blancs, mais qui sont des mariages avec des blancs. Quand on a analysé le terrain de Yaoundé et de Brazzaville, ce qui est en jeu ici, c'est aussi un peu la question de l'usage des technologies d'information à travers tout ce que je viens de vous dire, notamment sur les jeunes gens, qu'elles soient femmes ou hommes, et sur aussi le nombre d'utilisateurs d'Internet, par exemple au Cameroun, qui aujourd'hui a dépassé les 40 000 et qui, justement, devant, par exemple, les bistrots, les cybercafés sont les lieux les plus fréquentés à Yaoundé. Hein, donc les bistrots étaient pourtant les endroits où l'on pouvait encore faire des rencontres, mais aujourd'hui les rencontres se font essentiellement sur le net et essentiellement sur les réseaux sociaux à travers les cybercafés qui pilulent et qui est devenu la plaque tournante de la cybermigration maritale et donc de la technomigration. Au Congo-Brazzaville, par exemple, l'Agence de régulation des technologies de l'information et de la communication a pu mettre en place effectivement un certain nombre de mécanismes qui permettent de contrôler l'accès effectivement à Internet et l'accès justement à un certain nombre de jeunes femmes dans les cybercafés. C'est encore un peu plus réglementé par rapport au Cameroun où on a libéralisé ce secteur et on trouve effectivement un certain nombre d'abus dans ce sens-là. Au Congo-Brazzaville, donc, l'agence de régulation a mis en place des mécanismes qui filtrent un certain nombre d'informations qui circulent sur Internet et la capacité qu'ont les candidats à l'immigration à pouvoir entrer en contact, notamment pour les femmes, avec les hommes ici mariés. Et donc, pour ces deux cas, la technomigration, effectivement, est quelque chose qui est en train de s'installer dans les mœurs. Et en s'installant dans les mœurs, ce qui permet aux uns et aux autres de pouvoir avoir cette capacité-là à s'inscrire ou à inscrire les réseaux sociaux dans leur habitus, à inscrire les réseaux sociaux dans leur manière de vivre, à inscrire les réseaux sociaux même dans leur manière d'imaginer la migration, d'imaginer ou d'inscrire la migration dans leur imaginaire. En guise de conclusion, moi je voudrais simplement amener la réflexion qui est celle de la cybermigration au niveau simplement de la possibilité que nous avons eue à travers les technologies de l'information à pouvoir entrer en contact, à pouvoir interagir avec des gens à distance. Mais dans cette manière justement d'entrer en contact avec les autres, il y a un certain nombre de dangers, puisque de la cybermigration, on peut facilement basculer vers la cyberprostitution pour les femmes, et c'est aussi arrivé. Et grâce à un certain nombre de déceptions que j'ai pu relater, notamment dans mon dernier livre, où lorsque le réel rencontre, ou lorsque le virtuel rencontre le réel, il y a un certain nombre de déceptions. Et donc, dans ces déceptions-là, il y a une interpellation qui est celle de la société par rapport au fait que la technologie de l'information peut être une chance pour un continent qui est resté notamment sans communiquer, mais qui peut aussi être néfaste pour un certain nombre de jeunes filles qui peuvent basculer de la migration vers la prostitution. Donc je voudrais inscrire plutôt cette réflexion-là à ce stade-là, à ce niveau, et m'ouvrir beaucoup plus à vos questions, ce qui va nous permettre effectivement de débattre sur la manière dont on passe de la cybermigration à la technomigration
et les conséquences que cela peut induire dans la vie des jeunes gens, des jeunes femmes et des jeunes garçons. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc, deux exposés qui sont des exposés de sociologues. Et c'est amusant par rapport à la séance qu'on a eue avec Antoinette Rouvroy ici, qui interroge très très fort notre capacité d'appropriation des outils et qui pour elle est assez limitée finalement. De voir ici toutes les possibilités d'appropriation, de détournement éventuel, d'usage un peu négocié que les sociologues peuvent envisager. Donc voilà, je suis sûr que du coup, il y a pas mal de questions qui doivent monter. D'abord, peut-être, si vous voulez réagir l'un et l'autre à vos exposés respectifs, et puis évidemment, on va passer le micro dans la salle. Je ne sais pas si vous avez envie de faire un commentaire. Laisser la salle de poser. On va directement vers la salle. Ok. On va directement vers la salle. Donc vous me faites signe, et puis moi, je viens avec le micro. Quelqu'un veut se lancer? Ouais. Merci. Bonsoir, merci pour vos exposés. J'ai une question pour monsieur concernant le lien que vous avez fait entre les femmes polygames et leurs différents types de téléphones, leur polycellularité, je ne sais pas comment vous appelez ça. J'ai pas tout à fait saisi le lien entre les deux. Et alors aussi la différence entre les profils de jeunes hommes et jeunes femmes et leur comportement dans les cybercafés. Pareil, revenir aussi sur cette différenciation voilà, sur laquelle je n'ai pas tout saisi. Merci. Alors, évidemment, votre question m'amène effectivement à dire simplement la chose suivante. À Brazzaville, on observe un peu ce phénomène-là à travers les couples polygames. C'est-à-dire que ce que l'on voit à travers ce phénomène-là, c'est aussi le fait que des femmes arrivent à aussi tromper la vigilance de leur mari à travers un certain nombre de téléphones. Quand on a 4 téléphones, très, très clairement, ça peut montrer que c'est un téléphone pour les affaires et un téléphone pour les sentiments. Il y a peut-être un téléphone pour des moments d'égarement, il y a un téléphone pour tout à fait autre chose, etc. Et donc, c'est aussi dans des sociétés polygamiques de ce type-là que l'on voit la force que peut avoir le téléphone, notamment avec le fait que des femmes qui sont au marché, des femmes qui sont couturières, des femmes qui sont à la maison, peuvent avoir des téléphones et ces usages de ces 4 téléphones ne sont pas les mêmes. Un téléphone par bureau. Ah, ben voilà, je n'osais pas le dire comme ça. Je n'osais pas le dire comme ça. Voilà. Et donc les profils des jeunes gens, donc les jeunes de moins de 25 ans qui sont encore dans les études universitaires, utilisent plutôt les réseaux sociaux et Internet pour pouvoir se projeter par rapport à ce que ne leur offre pas leur pays d'origine. Tandis que les jeunes filles, tout de suite, c'est le changement de statut qui passe aussi par un statut meilleur. Et ce statut meilleur-là, c'est peut-être une illusion pour elles, c'est à travers l'homme blanc qu'elles veulent avoir ce statut-là. Voilà comment les choses se passent. Juste une question, monsieur. Les 4 téléphones, c'est purement téléphonique ou c'est fantasmé ou c'est réel? C'est réel. Oui, mais je veux dire, elles ont des contacts relationnels avec, ou ça reste que par téléphone? Il y a des contacts réels. Il y a des jeunes filles comme ça. Enfin, j'ai observé ça notamment avec des jeunes filles qui ont des parents déjà installés ici. Il y a un téléphone spécifique pour demander qu'on vous fasse un mandat de Western Union. Il y a un téléphone spécifique pour les transactions qu'on peut avoir parce qu'on est commerçante. Mais il y a aussi cette capacité-là qu'on a, surtout quand le téléphone est offert par son mari. Quand le téléphone est offert par
par un amant ou un conjoint, ça a une autre signification par rapport à ça. Et donc les cas téléphones dont je parlais ont dans leur imaginaire une signification que la société n'a pas pu anticiper. Comment l'homme voit-il la chose? Très bien. Bonne question, parce qu'une femme qui a plusieurs téléphones, par rapport à l'homme à Brazzaville ou à Yaoundé, c'est très très mal vu. C'est une femme qui, dans l'esprit d'un certain nombre d'hommes, est beaucoup plus attirée vers le fait que demain, elle va migrer, demain, elle va faire l'infidélité à son mari, etc. Et les maris, de temps en temps, contrôlent aussi le téléphone de leur femme. Juste une question pour... merci monsieur. Une question pour madame. Vous avez parlé du fait que les communications entre les familles, les nouvelles formes de communication entre les familles, créaient ou en tout cas où pouvaient voir apparaître des nouveaux problèmes en fait de communication ou que ça ne réglait pas les soucis ou les mésententes entre les familles. Au début du chat, au début de messages SMS, etc., il y avait moins d'émoticônes et il y avait beaucoup plus de problèmes de compréhension dû au fait qu'il n'y avait pas le langage non verbal et donc de malentendus, ce genre de choses. Est-ce que cette nouvelle forme de communication visuelle crée des nouvelles formes de malentendus en fait? Est-ce qu'il y a une sorte de continuation comme ça? Merci. Alors, tout d'abord, je pense que j'aimerais insister là-dessus. Ce que je disais, c'est que ces technologies et la possibilité en fait d'être en permanence en contact crée une forme de pression à être présent et à donner signe de vie, à se connecter, à demander des nouvelles, à interagir comme si on était pratiquement toutes proches. Et c'est cette forme de pression-là, elle est vécue comme une nouvelle contrainte. Ça peut créer d'autres formes de tensions, de conflits dans les familles. Mais en même temps, cette possibilité-là, elle enlève quelque chose de très important. Elle enlève ce qui existait d'ailleurs toujours dans les familles dispersées et à distance, cette idéalisation de la relation. En fait, par une communication permanente, par cette forme de coprésence, on est en permanence conscient de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et c'est ça le grand changement. Très souvent, avant, on pouvait donner les nouvelles qu'on voulait donner, par téléphone, par écrit, de manière distancée. On avait une certaine sélectivité dans ce qu'on voulait dire à ceux qui restaient au pays ou dans l'autre sens. Les parents des migrants ne disaient pas tous les problèmes de santé ou des difficultés financières ou d'autres qu'ils pouvaient avoir pour préserver l'autre de ces obligations-là. Ce que ça apporte, ce système et ce régime de coprésence, c'est une permanente actualisation de la relation. On est en permanente, et même de manière indirecte, c'est assez intéressant, il y a des collègues qui travaillent aussi sur ces questions-là et qui parlent de co-présence environnementale, c'est-à-dire parfois on n'a même pas besoin d'être en lien direct avec la personne pour savoir ce qui se passe. On peut apprendre en suivant par exemple sur Facebook les images qui sont posées pour savoir qu'est-ce que l'autre fait. Il y a un très beau travail de Mirka Madiano qui parle de polymédia et qui décrit comment les migrantes femmes philippines essayent d'exercer un rôle normal, maternel, vis-à-vis de leurs enfants au pays d'origine, et qui explique que comment, à minuit, le fait que la maman voit que l'adolescent aux Philippines se connecte à Facebook est un signe
il va bien, il est déjà rentré à la maison pour être devant l'ordinateur pour se connecter, et que c'est même une relation indirecte de ce type-là qui permet de créer finalement ce régime et le sens en fait de lien avec l'autre. Donc moi je dirais que bien sûr il y a de nouvelles tensions qui se créent, mais en même temps cette actualisation du lien elle apporte quelque chose de très nouveau et très différent dans la relation avec l'autre à distance. Est-ce que d'un côté, ça isole pas justement la personne de fait d'être tout le temps en contact avec cette famille? Est-ce que vous avez vu ce côté-là aussi d'isolement? Et j'avais une deuxième question aussi, qui est est-ce que votre étude est uniquement portée sur la Roumanie ou c'est un phénomène que vous avez pu constater d'un point de vue international? Oui. Alors, par rapport à l'isolement, non. Je dirais au contraire, ce que j'ai constaté, c'est surtout pour, par exemple, des migrants, des nouveaux arrivants, des femmes qui sont encore au foyer, qui n'ont pas forcément encore un travail. Cette capacité de rester dans une relation avec un milieu familier est une forme de sécurité, et notamment dans des périodes peut-être plus problématiques ou de plus grande fragilité, disons, dans la société d'accueil en Suisse, en l'occurrence, beaucoup plus qu'au Canada. Alors, mes études ont porté sur les migrants roumains, mais il y a des travaux, je pense, qui maintenant commencent à se multiplier. J'ai cité les travaux de Mirka Madian, où il y a les travaux des collègues aussi en Belge, Laura Merla, par exemple, en Belgique. Donc, qui montrent les mêmes modèles et les mêmes dynamiques également pour toute autre nationalité. D'ailleurs, je pense que la question de la nationalité, elle n'est pas si importante. Il y a peut-être la question du capital social, du capital culturel, du niveau de formation. On peut se poser des questions, mais il y a aussi des travaux, vous l'avez dit aussi, par exemple sur les réfugiés, sur ce qu'on appelle les smart refugees. Enfin, il y a des collègues qui ont travaillé sur justement ces populations qui sont dans des situations beaucoup plus précaires et pour lesquelles ces mêmes outils deviennent vraiment le levier de la réussite d'un projet migratoire. Dans le cas des réfugiés, par exemple, l'outil, que ce soit un smartphone ou toutes les autres plateformes qui permettent d'être en contact avec les proches sont très importantes aussi pour pouvoir organiser son périple, pour pouvoir avoir les bonnes informations au bon moment, pour savoir où se diriger, etc. Donc on voit bien que ce clivage qui était très important quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a 20 ans, j'ai fait mon étude sur les informaticiens roumains par exemple au Canada. Les informaticiens étaient des pionniers dans ce sens. Ils avaient vraiment créé une nouvelle manière de migrer. Parce qu'ils étaient ceux qui avaient la maîtrise de ces outils. On est loin maintenant, on est très très loin par rapport à il y a 20 ans. Ces instruments sont à la portée de tous. Et on voit aussi que les clivages entre le nord et le sud sont aussi en train de drastiquement diminuer. Bonsoir, merci pour les interventions, c'était hyper intéressant. Pour la Roumanie, si je peux juste faire un mini conseil, le documentaire Ceux qui restent a été tourné par 2 sociologues belges en Roumanie et
C'est hyper intéressant. On voit notamment des scènes où ils sont au téléphone ou sur Skype et on sent vraiment cette espèce de présence-absence. Et c'est très touchant. Donc voilà, je le conseille. Et pour monsieur, j'ai une question, si je n'ai pas oublié. Vous avez parlé, oui, du côté, si on peut dire, positif d'évoluer dans l'échelle sociétale quand on se marie, enfin, voilà, aux yeux des femmes. Et très brièvement, aborder aussi l'aspect négatif qui peut être, entre autres, la cyberprostitution. Et je m'interrogeais aussi par rapport à tous les aspects négatifs qu'on lit dans la presse à propos de la migration, notamment des migrants subsahariens qui traversent soit le Sahara, la Libye ou la Méditerranée, qui ont vraiment des dangers de mort ou de traite des êtres humains ou de torture. Est-ce que les TIC, justement, les technologies, permettent aux migrants soit de s'informer que ça existe, qu'ils vont vraiment courir des dangers, ou est-ce qu'au contraire, les technologies les incitent vraiment à migrer sans être conscients de ce danger? Voilà, je m'interrogeais juste par rapport à ça. Voilà, merci. C'est une question pertinente, effectivement, parce qu'on voit très bien que le paysage télévisuel donne à voir un certain nombre de migrants, notamment autour des pays du Sahel, l'image de l'Eldorado qui reste toujours un peu ancrée dans un certain nombre de pays, autour du Sénégal, du Mali, etc. Alors là, ça reste ancré très profondément sur l'imaginaire même du migrant qui se construit un projet migratoire à travers ce qu'il voit. Mais il y a aussi ce que renvoie un certain nombre de migrants, qui rentrent, lorsqu'ils rentrent, comment ils arrivent justement à faire le témoignage du passage de la migration avec ce que l'on dit et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et ça aussi, c'est un des axes de réflexion par rapport justement à des projets d'échec, aussi des projets migratoires qui ont échoué. Ça, on en parle très peu. On revient justement en tant que migrant pour montrer ce qui va bien, ce qui a permis effectivement de pouvoir migrer. Alors, je voudrais là citer, parce que je fréquente beaucoup en ce moment le camp des réfugiés de Calais, je voulais là citer des témoignages que m'ont rapporté des migrants soudanais et des migrants érythréens, justement sur le retour des migrants et ce que ces migrants-là renvoient par rapport à ceux qui étaient justement en Angleterre. Et je pensais, moi, comme vous, que les informations qu'ils échangeaient à travers les technologies de l'information et de la communication étaient des informations sur les dangers. Non, c'est des informations sur la vie en Angleterre qui est la vie la plus facile. Et c'est un appel d'air, effectivement, pour ces migrants-là qui sont stockés à Calais, qui ne peuvent ni aller en Angleterre, ni rester en France, ni demander l'asile, ni voilà. Ils sont là dans une espèce de zone de non-droit, avec des informations que leur donnent ceux qui ont déjà réussi à traverser. Et des informations que eux leur donnent, c'est que tu viens en Angleterre, tu as tout de suite du travail, qu'est-ce que tu fais en France, etc., etc. Et c'est là où le téléphone aide ceux qui sont en France à pouvoir justement garder des liens avec ceux qui sont partis. Mais dans les informations qu'ils échangent, on n'échange pas sur les dangers, effectivement, de la migration, les dangers de la traversée. Et on pourrait même étendre votre question par rapport aux dangers de la traversée lorsqu'on est dans un pays comme le Sahel, en prenant des bateaux, des pirogues de fortune. Très peu de migrants arrivent à dire la vérité par rapport à ce qui se passe. C'est pour ça que tous les jours aussi, dans la Méditerranée, se noient un certain nombre de migrants qui veulent rallier les côtes d'Europe. Et donc, dans ce qu'on dit, il y a une forme de... Il y a une forme de censure, on va dire. Alors ça, j'ai le droit de le dire, ça, je ne peux pas le dire. Et j'incite beaucoup plus que je ne leur demande de rester dans leur pays avec la possibilité qu'ils peuvent participer à des programmes de développement, etc., tels qu'on arrive à les mettre avec les pays
avec ces pays d'Afrique. Donc voilà. Oui. Merci. J'étais en Gambie récemment et en fait c'est pour ça que j'ai pensé à ça. J'ai vu dans la rue des panneaux, je pense gouvernementaux. Ils créent maintenant des associations de réinsertion de migrants qui ont donc fait un parcours qui a été un échec, qui reviennent. Et j'en ai parlé avec des gens là-bas et ils disent que, comme vous dites, il y a vraiment une censure, un tabou. C'est un sentiment de honte aussi parfois. Et donc, il y a des programmes maintenant qui commencent à naître, en tout cas dans ce pays, je ne sais pas ailleurs, hein, pour réinsérer, réintégrer dans le développement local. Donc voilà, et ils appellent ça les Returnees of the Back Way. Ouais, donc c'était assez intéressant de pouvoir parler avec eux de ça. Et donc je m'interrogeais aussi du rôle de la technologie là-dedans. Et voilà, merci. Une autre question? Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Ma question s'adressait à madame. Par rapport à faire famille à distance, vous avez parlé de ça, en parlant des familles roumaines qui étaient au pays et les autres, donc qui communiquaient en voyant la vie de ce qui se passait de deux côtés. Ma question, c'était à savoir, est-ce qu'il y a de temps en temps des visions contradictoires ou comparées des manières de vivre des deux côtés et, point de vue sociologique, comment est-ce que les familles se positionnent par rapport à ça? Oui. Merci pour votre question. Effectivement, c'est très intéressant et je parlais tout à l'heure des grands-parents qui exercent cette grande-parentalité transnationale. Là, on voit très souvent se confronter en fait deux visions très différentes avec des petits-enfants souvent qui grandissent dans des milieux multiculturels. C'était le cas des jeunes adolescents élevés à Toronto dans une société avec beaucoup de diversité où on grandit avec justement cet esprit d'ouverture et qui confronte la vision des grands-parents. Souvent, par exemple, des grands-parents qui ont vécu toute leur vie adulte dans une Roumanie communiste, donc enfermée sur elle-même, une société monoculturelle presque, et qui ont du mal à envisager en fait la diversité, en tout cas naturellement. Et ces échanges, quand je dis que ça allait dans les deux sens, apportent aussi des changements dans le cas des visions des grands-parents qui commencent à s'exprimer à cet égard-là. Je me souviens que j'avais fait un entretien avec un monsieur qui avait une bonne septantaine d'années et qui disait, voilà, maintenant je comprends en regardant comment mes enfants et mes petits-enfants vivent, qu'est-ce qui est important pour eux, et puis avec toutes ces nouvelles qu'il avait sur ce qu'ils font avec et l'idée qu'il se fait de la société canadienne, il dit je regarde avec plus de bienveillance maintenant quand je vois des immigrés chinois arriver en Roumanie pour remplacer les femmes qui sont parties en Italie dans les entreprises textiles, par exemple, d'une certaine partie du pays. Donc ça va dans les deux sens. Il y a ce métissage en fait des visions du monde, alors que les grands-parents, eux, ils jouent un rôle très important pour transmettre encore une certaine forme de tradition, de valeurs culturelles, la langue, dans ces échanges qu'ils établissent avec leurs petits-enfants. Donc, il y a beaucoup de ces confrontations là dans les entretiens que j'ai faits. Je pense que ça ressort énormément. Aussi, par exemple, j'en ai pas parlé, c'était pas le sujet, mais dans la préparation du projet migratoire des informaticiens roumains, dans tout le travail de préparation d'information, il y a déjà une forme d'acculturation à la société canadienne qui se fait avant même de partir. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir, à travers justement
les échanges sur les forums de discussion, le partage des expériences des autres, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., en fait, déjà acquérir une forme ou une compétence, en fait, multiculturelle, voire cosmopolite, qui prépare à cette expérience de la migration. Mais je ne pense pas que c'est... Maintenant, je ne pense vraiment pas que c'est le propre des migrants. Nous, on travaille sur les migrations. Moi, je l'ai vu dans ces situations-là. Mais je pense qu'on peut vraiment étendre, élargir cette réflexion et ces questions à la manière dont la socialisation des nouvelles générations se produit aujourd'hui avec ces technologies et qu'est-ce que ça a comme implication sur cet imaginaire cosmopolite, transnational, etc. Une autre question? Bon. Alors, moi, je vais en poser une rapidement à Miraela. On a une collègue lituanienne dont le nom m'échappe, mais de toute façon, je n'aurais pas su le prononcer, qui travaille justement sur la manière dont les gens restés au pays, et on sait que la Lituanie a vraiment eu un problème d'exode massif, se mettent en scène par rapport à la caméra de leur portable pour essayer de ne pas montrer leur réalité. Est-ce que tu as pu observer des situations comme ça, de mise en scène, de jeux sur les cadrages, de jeux éventuellement? Donc, ce qu'elle raconte, c'est que ça va jusqu'à des jeux sur la luminosité derrière pour donner l'impression qu'on est connecté à la même zone horaire, alors qu'en fait, il y a le time-lapse qui fait que les uns sont aux États-Unis, les autres sont... Et en fait, on est au milieu de la nuit. Donc, il y a tous ces jeux pour donner l'impression d'un lien, pour donner l'impression qu'on est ensemble, qu'on est bien. Est-ce que toi, tu as pu voir ces choses-là? Alors, ce n'était pas quelque chose que j'ai rencontré de manière récurrente, clairement pas. Mais oui, j'ai eu des situations où on voulait, par exemple, absolument planifier les communications pour gérer le contexte dans lequel on se trouve. Et c'était surtout du côté des migrants, pas de la famille restée. Donc c'est dans l'autre sens par rapport à ce que tu racontes. Mais oui, il y a certaines situations, mais ça prouve exactement ce que je disais avant. On ne peut plus tellement cacher en fait la réalité. Et même de manière indirecte, finalement, je pense qu'on est beaucoup plus en conscience de la réalité transnationale de l'autre. Merci. Je pense qu'on peut conclure doucement. Donc, il me reste à vous remercier énormément tous les deux pour vos contributions. Je pense que c'était une séance particulièrement riche. Évidemment, il y a eu une captation, donc vous pourrez revoir les exposés, parce qu'il y a évidemment des choses que vous n'avez pas pu saisir au vol, et revoir le débat en ligne. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a la suite, vous avez les programmes qui sont disponibles. Et donc, merci à vous d'être venus, d'avoir tenu jusqu'au bout, et puis à la prochaine, dont j'ai déjà oublié la date aussi, mais c'est tout en ligne. 18 février, c'est super. Merci à vous.